J'ai appris à être invisible bien avant de comprendre ce que signifiait la solitude. En grandissant à Seattle, ma famille m'a clairement fait comprendre que j'étais celle qui n'était pas tout à fait à sa place. Alors que mon frère aîné Jacob excellait dans tous les sports et que ma sœur cadette Victoria charmait tous ceux qu'elle rencontrait, j'étais la maladroite qui trébuchait sur les mots, renversait les verres lors des dîners et ne comprenait pas les règles tacites de la grâce sociale. Ma mère ne le disait jamais ouvertement, mais sa taille en disait long, la façon dont elle présentait Jacob et Victoria avec fierté, puis marquait une pause avant de me mentionner, comme si elle espérait que quelqu'un changerait d'abord de sujet. Mon père était pire. Et elle faisait simplement comme si je n'étais pas là la plupart du temps. Ses yeux glissant sur moi pour se concentrer sur mes frères et sœurs chaque fois que nous étions dans la même pièce. L'exclusion a commencé par de petites choses. La fête d'anniversaire d'un cousin, où mon invitation s'est perdue dans le courrier. Un barbecue familial où ma mère a oublié de me dire que la date avait changé. J'avais 15 ans lorsque j'ai réalisé que ce n'était pas un accident. J'ai entendu ma tante Patricia parler à ma mère dans la cuisine pendant Thanksgiving. Tu aurais vraiment dû laisser Adeline à la maison, dit Patricia, la voix empreinte d'une fausse sympathie. Elle met tout le monde mal à l'aise. Tu l'as vu essayer de parler à l'oncle George de sa collection de timbres? Le pauvre homme avait l'air de vouloir s'enfuir par la fenêtre. La réponse de ma mère fut pire qu'un accord. C'était de la résignation. Je sais. Mais que puis-je faire? C'est ma fille. Le ton disait tout. J'étais un fardeau. Une gêne. Une chose à tolérer plutôt qu'à célébrer. Après cela, les exclusions sont devenues systématiques. Les réunions de famille se sont déroulées sans moi. J'en apprenais l'existence par des messages sur les réseaux sociaux, voyant toute ma famille élargie réunie dans une maison au bord d'un lac ou dans un restaurant. Leur visage souriant me rappelait brutalement que je n'étais pas le bienvenu. Mes parents ont cessé de trouver des excuses. Lorsque j'ai demandé pourquoi je n'avais pas été invitée aux fiançailles de Victoria, ma mère a simplement répondu, « Nous avons pensé que ce serait mieux ainsi. » Tu sais comment tu te comportes dans les situations sociales. J'avais 22 ans et je travaillais comme analyste junior dans une société de conseil pharmaceutique lorsque j'ai rencontré Damien. Il faisait une présentation lors d'une conférence sur les biotechnologies. Discutant de sa start-up qui développait des outils révolutionnaires de diagnostic du cancer. Contrairement à toutes les autres personnes de ma vie, il ne m'a pas trouvée maladroite. Il m'a trouvée intéressante. Vous avez posé la seule question intelligente de toute la séance. Et elle me l'a dit après coup, ses yeux verts brillants d'une appréciation sincère. Tous les autres s'inquiétaient des marges bénéficiaires. Vous vouliez connaître les résultats pour les patients. Nous avons parlé pendant 4 heures ce soir-là, puis 4 autres le lendemain. Un mois plus tard, nous étions inséparables. Damien a vu en moi quelque chose que ma famille n'avait jamais vu. Il a vu quelqu'un qui valait la peine d'être écouté, connu et aimé. Lorsqu'il m'a demandé en mariage 2 ans plus tard, j'ai pleuré pendant 1 heure. Non seulement parce que je l'aimais, mais aussi parce que, pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'avait choisi en premier. Quelqu'un voulait me voir. Quelqu'un pensait que j'étais suffisante. Je n'ai pas invité ma famille au mariage. La décision est venue facilement, sans la culpabilité que je pensais ressentir. Ils avaient passé des années à me faire comprendre que je n'étais pas la bienvenue à leur célébration. Pourquoi les inviterais-je à la mienne? Ma mère m'a appelé 3 jours après avoir appris la nouvelle par un parent éloigné. Adeline, comment as-tu pu ne pas nous dire que tu allais te marier? De la même manière que tu ne m'as pas parlé de la réunion de famille à Portland l'été dernier, ai-je répondu calmement. Ou celle de Vancouver l'année précédente. Ou de la fête de fiançailles de Victoria. Ou du dîner de promotion de Jacob. Dois-je continuer? Le silence à l'autre bout du fil était délicieux. C'était différent, dit-elle finalement. La voix serrée. Tu sais comment tu es dans les situations sociales. Nous voulions t'épargner ce désagrément. Comme c'est gentil, ai-je dit. Je lui rends l'appareil. Au revoir, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Damien m'entoura de ses bras et je me laissai aller à sa chaleur. Pour la première fois, j'avais quelqu'un qui était vraiment de mon côté. Le mariage était petit et parfait, 50 invités qui voulaient vraiment être là, qui célébraient notre amour sans réserve ni gêne. Ma meilleure amie de l'université, Natacha, était mademoiselle d'honneur. Sophie, la sœur de Damien, m'a accueillie à bras ouverts dans sa famille.
J'ai dansé jusqu'à en avoir mal aux pieds et j'ai ri jusqu'à en avoir mal au visage, et pas une seule fois je n'ai eu l'impression de devoir me rapetisser pour entrer dans la pièce. Après le mariage, Damien et moi nous sommes lancés dans la création de son entreprise. Biosynth Diagnostic était sa vision. Mais je suis devenue sa partenaire dans tous les sens du terme. Mon expérience en matière de conseil pharmaceutique s'est avérée inestimable. Tandis qu'il se concentrait sur la science, je m'occupais de la stratégie commerciale, des partenariats, des voies réglementaires qui permettraient à nos produits d'être commercialisés. Nous travaillions 16 heures par jour dans un bureau exigu, vivant de café et de plats à emporter, avec la certitude absolue que nous étions en train de construire quelque chose d'important. La première approbation de la FDA est arrivée 3 ans après le début de notre mariage. Et la deuxième est arrivée 6 mois plus tard. La 5e année, Biosynth avait des contrats avec 12 grands réseaux hospitaliers et une valorisation qui a fait la une des journaux. Et ma famille ne m'a pas contacté pendant toute cette période. Pas lorsque Biosynth a fait l'objet d'un article dans TechCrunch. Pas quand nous avons ouvert notre nouveau siège. Ni lorsque Damien et moi avons été interviewés dans une émission d'information locale sur l'innovation dans le domaine de la santé. Le silence était total, et je me suis convaincue que cela ne m'intéressait pas. J'avais tort. Une partie de moi voulait encore qu'ils voient ce que j'étais devenue. Pas la fille maladroite qui les embarrassait, mais quelqu'un qui avait construit quelque chose de remarquable. Quelqu'un qui comptait. Le jour où tout a changé a commencé de manière assez ordinaire. J'étais dans mon bureau en train d'examiner des propositions de partenariat lorsque mon assistante Yuki a frappé à ma porte. Adeline? Vous avez un visiteur dans le hall. Elle dit qu'elle est votre sœur. J'ai levé les yeux de mon ordinateur, confuse. Victoria est ici? Elle n'a pas donné son nom, dit Yuki avec précaution. Dois-je la renvoyer? Une partie de moi voulait dire oui, mais la curiosité l'a emporté. Faites-la monter. Victoria avait l'air différente de ce dont je me souvenais. Plus âgée, évidemment, mais aussi usée d'une manière que des vêtements coûteux ne peuvent pas cacher. Son sac à main de marque et ses mèches parfaites témoignaient d'une apparence soignée, mais son regard était désespéré. Une file d'attente, dit-elle, la voix exagérément brillante. Regardez cet endroit. Je ne savais pas que votre entreprise était si impressionnante. Je suis restée derrière mon bureau, n'offrant ni accolade ni même un sourire de bienvenue. Que voulez-vous, Victoria? Sa façade se fissure légèrement. Est-ce une façon de saluer votre sœur? Je ne t'ai pas vue depuis des années. Par choix, lui ai-je rappelé. Par choix. Vous tous. Elle a eu la grâce d'avoir l'air mal à l'aise. Nous avons été très occupés. Vous savez ce que c'est que les obligations familiales et les engagements sociaux? Non, ai-je dit catégoriquement. En fait, je ne sais pas. Je n'ai jamais été incluse dans aucune de ces obligations ou engagements. Victoria a déplacé son poids et j'ai remarqué les signes subtils du stress financier. Le téléphone légèrement dépassé. Le sac à main de la dernière saison. La façon dont elle jetait des coups d'œil dans mon bureau. Elle calculait sa valeur. Les choses ont été difficiles, a-t-elle finalement admis. David a perdu son emploi il y a 6 mois. Nous avons du retard dans le remboursement de l'hypothèque. J'ai pensé que vous pourriez peut-être nous aider. Un simple prêt, en fait. La famille aide la famille, n'est-ce pas? J'ai failli rire. La famille aide la famille. C'est fascinant. Victoria. Où était la famille quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire? Quand j'ai eu mon premier vrai travail? Quand je me suis mariée? Où était la famille à n'importe quel moment de ma vie? C'était différent, a-t-elle protesté faiblement. Tu sais ce que maman et papa pensaient de tes problèmes sociaux. Mes problèmes sociaux, répétai-je. Tu parles de la gêne que vous avez utilisée comme excuse pour m'exclure de tous les événements familiaux importants? L'embarras que vous ressentiez en m'ayant à vos côtés, le désespoir de Victoria l'emporte sur sa fierté. Je sais que nous n'avons pas toujours été justes avec toi, mais tu t'es si bien débrouillé. Tu peux sûrement faire quelque chose pour aider ta sœur. David et moi devons penser à nos 2 enfants. J'ai pensé à vos enfants exactement autant que vous avez pensé à moi au cours des 10 dernières années, ai-je dit. C'est-à-dire pas du tout. Son visage s'est durci. Tu as changé, Adeline. L'argent t'a rendu cruel. Non,
L'ai-je corrigé? L'argent m'a rendu visible, et tu ne le supportes pas. Elle est partie sans un mot de plus, et je suis retournée à mon travail. Mais cette rencontre me troubla plus que je ne voulais l'admettre. L'apparence de Victoria était une fissure dans le barrage. Si elle savait où je travaillais, les autres le sauraient bien assez tôt. J'avais raison. 2 semaines plus tard, Jacob a appelé mon bureau. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé le lendemain, puis le surlendemain. Finalement, il s'est présenté dans le hall d'entrée de Biosynthe, usant de son charme pour convaincre la réceptionniste d'appeler mon bureau. Donnez-moi 5 minutes, a-t-il dit lorsque je suis descendue à sa rencontre, refusant de le laisser entrer dans le bâtiment proprement dit. S'il vous plaît, Adeline. Nous nous trouvions dans le hall moderne en verre, entouré des preuves visibles de mon succès, et mon frère m'a enfin regardé comme quelqu'un qui valait la peine d'être vu. J'ai fait des erreurs, a-t-il commencé. Nous en avons tous fait. La façon dont nous t'avons traité n'était pas la bonne. Continue, dis-je froidement. Et elle s'est passé une main dans les cheveux, un geste qui me rappelait son enfance lorsqu'il était mal à l'aise. Papa est malade. Un cancer. Stade 4. Les factures médicales les écrasent, leur assurance ne couvre presque rien, et les traitements expérimentaux dont il a besoin ne sont pas approuvés. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine, mais j'ai gardé ma voix égale. Et vous avez pensé à moi parce que vous travaillez dans le domaine du diagnostic et des soins de santé, a-t-il répondu. Parce que vous avez des relations. Parce que vous êtes de la famille. Et malgré tout, les familles devraient être la l'une pour l'autre. La famille, ai-je dit doucement. La famille qui m'a exclu de toutes les réunions, de toutes les fêtes, de tous les moments importants. Cette famille? La mâchoire de Jacob se resserre. Je sais que nous t'avons fait du mal, mais il s'agit de papa. Il est en train de mourir, Adeline. Veux-tu vraiment qu'il meure en sachant que sa fille a refusé de l'aider? Il a passé toute ma vie à agir comme si j'étais invisible, dis-je. Maintenant, je ne fais que lui rendre la politesse. Tu es incroyable, s'emporte Jacob, dont le charme s'évapore. Nous savions que tu avais des problèmes, mais je n'aurais jamais pensé que tu étais vindicative. Je ne suis pas vindicatif, répondis-je calmement. Je te traite simplement comme tu m'as traité, point. Qu'est-ce que ça fait, Jacob? Qu'est-ce que ça fait d'être exclu? D'être ignoré? De s'entendre dire que l'on ne vaut pas la peine de faire des efforts? Il me fixa un long moment, puis secoua la tête. J'espère que tu peux vivre avec toi-même. Il s'est éloigné, et je me tenais dans le hall de mon entreprise, entouré de tout ce que j'avais construit, et je ne ressentais absolument rien. Ou je me disais que je ne ressentais rien. La vérité était plus compliquée. Le soir, j'ai raconté à Damien les 2 visites. Nous étions dans la cuisine de notre nouvelle maison, une étonnante construction moderne surplombant Puget Sound. La maison était une déclaration, même si je n'en avais pas eu consciemment l'intention. C'était la preuve visible que la jeune fille maladroite qu'ils avaient rejetée était devenue quelqu'un de remarquable. Qu'est-ce que tu veux faire, demande Damien, qui me laisse toujours la décision. Je ne sais pas, avouai-je. Une partie de moi veut t'aider. Malgré tout, il reste mon père. Mais une autre partie de moi pense à chaque fois qu'ils m'ont fait me sentir inutile, et je veux qu'ils sachent ce que je ressens. Damien m'a rapproché de lui. Tu n'as pas à prendre de décision ce soir, mais quel que soit ton choix, je te soutiendrai. Je l'aimais pour cela. Pour n'avoir jamais insisté, pour n'avoir jamais jugé. Pour avoir simplement été à la point. Et la décision est venue 2 jours plus tard, lorsque j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était une photo. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai eu le souffle coupé. C'était une capture d'écran d'un magazine d'affaires. La couverture nous représentait, Damien et moi, avec le titre suivant, Healthcare Power Couple. Comment Biosynthe Diagnostic révolutionne la détection du cancer. Le texte sous l'image disait, j'ai vu ça au kiosque à journaux. Je suppose que vous n'êtes plus si maladroit. J'aimerais qu'on reprenne contact. Voici maman. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Pas quand je n'étais personne. Pas quand je me débattais. Pas quand j'avais besoin d'eux. Mais maintenant.
Maintenant que je faisais la couverture des magazines, ils voulaient reprendre contact. 3 autres messages ont suivi au cours de l'heure suivante. 1 de Victoria, me félicitant pour l'article. 1 de Jacob, qui me proposait de déjeuner pour discuter des affaires familiales. 1 de ma tante Patricia, affirmant qu'elle avait toujours su que j'avais du potentiel. Je les ai montrés à Natacha lorsqu'elle est venue ce soir-là. Elle les a lus, son expression s'assombrissant à chaque message. Ils sont incroyables, dit-elle en me rendant mon téléphone. Laissez-moi deviner, pas une seule mention des années où ils vous ont exclu. Pas une seule, ai-je confirmé. Que vas-tu faire? J'ai réfléchi un long moment, en regardant l'eau. Le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances d'orange et de violet, beau et indifférent, comme l'est toujours la nature. Je vais leur montrer exactement qui je suis devenue, ai-je finalement dit. Et m'assurer qu'ils comprennent que cela s'est passé sans eux. Natacha a souri. J'espérais que tu dirais cela. Le plan s'est formé lentement au cours de la semaine suivante. Biosynthe prévoyait de faire une annonce importante concernant sa dernière percée dans le domaine de la détection précoce du cancer. Et la technologie pourrait identifier les marqueurs 18 mois plus tôt que les normes actuelles, ce qui permettrait de sauver des millions de vies. C'était le moment le plus important de l'histoire de notre entreprise, et la couverture médiatique serait considérable. J'ai organisé une interview avec la plus grande publication commerciale de la région. Au cours de l'entretien, on m'a demandé de parler de mon inspiration et de mon système de soutien. J'ai parlé de Damien, de Natacha, des mentors et des collègues qui avaient cru en moi. J'ai parlé de la réussite malgré les obstacles, du fait de donner tort aux sceptiques. De la recherche de sa propre famille lorsque la famille biologique n'est pas au rendez-vous. L'enquêtrice, Beverly, une femme très perspicace, a compris le sous-entendu. Il semble que vous ayez été confronté à des défis personnels importants au cours de votre voyage. C'est vrai, ai-je répondu avec prudence. J'ai grandi en m'entendant dire que j'étais trop maladroite, trop gênante pour participer aux événements familiaux. J'ai été systématiquement exclue des célébrations et des rassemblements parce que ma propre famille avait honte de moi. Mais cette exclusion m'a appris quelque chose de précieux. Elle m'a appris que les personnes qui comptent sont celles qui choisissent de voir votre valeur, et non celles qui partagent votre ADN. Everly s'est penchée en avant, pressentant une histoire. Cela a dû être incroyablement douloureux. Ça l'a été, ai-je reconnu, mais la douleur peut être transformatrice. Chaque fois que ma famille m'excluait, j'étais plus déterminée à prouver que je valais la peine d'être intégrée. Chaque fois qu'ils m'ont fait sentir invisible, j'ai redoublé d'efforts pour devenir impossible à ignorer. D'une certaine manière, leur rejet a été le plus beau cadeau qu'ils auraient pu me faire. Il m'a forcé à me construire une vie selon mes propres termes, avec des personnes qui m'appréciaient réellement. L'article a été publié la semaine suivante, et il était à la hauteur de mes espérances. Le titre était « De l'exclusion à l'exception, comment une femme a bâti un empire dans le domaine de la santé après avoir été rejetée par sa propre famille ». L'article décrivait l'exclusion dont j'ai été victime pendant mon enfance, mon ascension dans le secteur et ma philosophie concernant la famille choisie par rapport à la famille biologique. Il était honnête, convaincant et impossible à ignorer. L'article a fait l'objet d'une syndication nationale. En l'espace de 3 jours, mon histoire s'est retrouvée partout. Les médias s'en sont fait l'écho. Les médias sociaux ont explosé avec des discussions sur la dynamique familiale et les relations toxiques. Je suis devenue une voix inattendue pour les personnes qui avaient été rejetées par leur propre famille, et ma famille a vu tout cela. Mon téléphone s'est mis à sonner à toute volée. Ma mère a appelé 6 fois en 1 heure. Victoria a envoyé une douzaine de textos, tous plus frénétiques les uns que les autres. Jacob a laissé un message vocal me traitant de manipulatrice et d'égoïste. Tante Patricia a posté sur les médias sociaux que l'article était plein de mensonges, bien qu'elle n'ait pas pu citer une seule inexactitude. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'étais trop occupée par les demandes d'interview, les invitations à prendre la parole et les messages de personnes me remerciant d'avoir raconté une histoire qui résonnait avec leur propre expérience. Ma douleur personnelle était devenue quelque chose de plus grand, quelque chose qui me reliait à des milliers de personnes qui comprenaient ce que cela signifiait d'être exclu par les gens qui étaient censés vous aimer inconditionnellement. L'article paru dans le magazine a donné lieu à d'autres reportages. Forbes a publié un article sur mes stratégies commerciales. Fortune m'a incluse dans sa liste des 40 under 40, 40 de moins de 40 ans.
La Harvard Business Review a publié une étude de cas sur la croissance rapide et la pénétration du marché de Biosynth. Pendant tout ce temps, ma famille a continué à tenter désespérément de me contacter. Ils voulaient s'expliquer, s'excuser, reprendre contact. Mais le moment choisi pour le faire m'a révélé tout ce que je devais savoir sur leur motivation. Le matin où ils se sont présentés chez moi, je prenais un café sur la terrasse avec Damien, examinant les plans finalisés de notre centre de recherche agrandi. C'était un samedi de la fin septembre, le genre de matinée d'automne parfait que Seattle offre rarement. L'air était vif, le ciel incroyablement bleu, et j'étais heureuse. J'ai vérifié la caméra de sécurité sur mon téléphone et j'ai senti mon estomac se dérober. Ma mère, mon père, Victoria et Jacob se tenaient devant la porte d'entrée, regardant la maison avec des expressions que je n'arrivais pas à lire à cause de l'angle de la caméra. Ils sont vraiment venus, dis-je à Damien en lui montrant l'écran. Il pose sa tasse de café. Qu'est-ce que tu veux faire? Parler avec eux, décidai-je. Mais à ma guise? J'ai emprunté la longue allée plutôt que de les laisser entrer dans la propriété. La maison s'élevait derrière moi, une architecture de verre, d'acier et de réussite. Je voulais qu'ils la voient. Je voulais qu'ils comprennent exactement ce qu'ils avaient manqué en m'excluant de leur vie. Mon père avait une mine épouvantable. Il n'avait pas exagéré au sujet du cancer. Il avait perdu au moins 40 kilos, sa peau avait une teinte grisâtre et il s'appuyait lourdement sur une canne. Ma mère avait l'air plus âgée, elle aussi, usée par le stress et probablement par la culpabilité, bien que je ne me sente pas particulièrement généreuse en ce qui concerne ses émotions. Adeline, commença ma mère, la voix hésitante, il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire, dis-je calmement. Tu as exprimé clairement tes sentiments à mon égard il y a des années. Je les ai simplement acceptés. Tu nous as fait passer pour des monstres dans cet article, s'est emportée Victoria. Le désespoir de notre dernière rencontre remplacé par la colère. Tu sais combien de personnes m'ont envoyé cet article? Combien d'anciens amis m'ont demandé pourquoi nous t'avions si maltraité? J'ai dit la vérité, ai-je répondu. Si la vérité vous fait passer pour des monstres, peut-être devriez-vous examiner votre comportement plutôt que de me reprocher d'en parler. Mon père parle pour la première fois, sa voix est faible. Je suis en train de mourir, Adeline. Cela ne te dit rien? Quelque chose d'aigu se tordit dans ma poitrine, mais je gardai une expression neutre. Cela signifie exactement ce que mon existence a signifié pour toi pendant 28 ans, c'est-à-dire très peu. Nous sommes toujours ta famille, a insisté ma mère. Tu ne peux pas faire comme si nous n'existions pas. J'ai appris à le faire auprès d'experts, ai-je dit. Tu as fait comme si je n'existais pas pendant la plus grande partie de ma vie. Je ne fais que suivre ton exemple. Jacob s'est avancé. Et j'ai vu du calcul dans ses yeux. Il avait toujours été le plus intelligent, le plus stratégique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que tu aides papa, que tu cesses de parler de nous aux médias, que tu laisses tomber? De l'argent? Nous savons que tu en as beaucoup maintenant. Tu crois que c'est une question d'argent, ai-je demandé, sincèrement surpris par sa stupidité. Tout est une question d'argent, a-t-il répondu catégoriquement. Vous l'avez, nous en avons besoin, et vous l'utilisez pour nous punir. Alors, donnez-nous votre prix. Que faudra-t-il pour que tu aides ton père mourant et que tu arrêtes de détruire la réputation de notre famille? Je regardais fixement mon frère, l'homme qui était resté là pendant que j'étais exclu d'innombrables événements, qui avait ri quand on m'avait traité de maladroite et d'embarrassante. Qui ne m'avait pas défendu une seule fois. Je me suis rendu compte d'une chose essentielle. Il ne me voyait toujours pas comme une personne. Je n'étais qu'un obstacle à surmonter, une ressource à extraire, un problème à résoudre. Il n'y a pas de prix, ai-je dit calmement. Parce que tu ne comprends toujours pas ce que tu as fait de mal. Vous pensez qu'il s'agit d'argent, de vengeance ou d'attention médiatique? Ce n'est pas le CAS. Il s'agit de 28 années pendant lesquelles on m'a dit que je ne valais pas la peine d'être incluse dans ma propre famille. Il s'agit d'apprendre à être invisible parce que mon existence vous gênait. Il s'agit de construire une vie sans vous, parce que vous m'avez fait comprendre que je n'étais pas désirée. Nous avons fait des erreurs, a déclaré ma mère, des larmes coulant sur son visage. Mais nous essayons de nous racheter maintenant. Cela ne compte-t-il pas pour quelque chose? Non, ai-je répondu simplement. Vous n'essayez pas de vous racheter.
Vous essayez de profiter de mon succès. Vous m'avez ignoré quand je n'étais personne, exclu quand j'étais en difficulté et rejeté quand j'avais besoin d'une famille. Maintenant que j'ai réussi, que je suis visible et qu'il est impossible de m'ignorer, tu veux soudain une relation. Ce n'est pas une réparation. C'est de l'opportunisme. S'il vous plaît, a dit mon père, et le mot est sorti comme un murmure. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je veux arranger les choses avant de partir. Pendant un instant, j'ai failli vaciller. C'était mon père, après tout, malgré tout. Mais ensuite, je me suis souvenu de mes 15 ans et d'avoir entendu ma mère dire que j'étais trop gênante pour être amenée à des événements familiaux. Je me suis souvenu que j'avais 22 ans et que j'avais découvert la fête de fiançailles de Victoria par le biais des médias sociaux. Je me suis souvenu de chaque anniversaire qu'ils avaient oublié, de chaque réussite qu'ils avaient ignorée, de chaque moment où ils m'avaient fait sentir que je ne valais rien. Tu as eu toute ma vie pour arranger les choses, ai-je dit. Tu as choisi de ne pas le faire. Tu n'as pas le droit de choisir différemment maintenant juste parce que ça t'arrange. Tu es cruelle, a dit Victoria, la voix tremblante. Vindicative et cruelle. Nous avons toujours su que quelque chose n'allait pas chez toi. C'est là que ça se passe, ai-je dit doucement. Le vrai sentiment sous toutes les excuses et le désespoir. Tu penses toujours que quelque chose ne va pas chez moi. Tu penses toujours que je suis le problème. Après tout, tu n'as rien appris. Je me suis retourné vers la maison, mais la voix de ma mère m'a arrêté. Le cancer est dans son pancréas, son foie et ses poumons. Sans traitement expérimental, il lui reste 3 mois. Peut-être 4. Vous travaillez dans le diagnostic. Vous avez des contacts avec tous les grands hôpitaux et centres de recherche du pays. Vous pourriez l'aider à participer à un essai clinique, à accéder à des traitements que nous ne pouvons pas nous permettre. Vous pourriez lui sauver la vie. Je me suis retourné pour lui faire face. Je pourrais le faire. J'ai accepté. J'ai ses relations. Je pourrais passer quelques coups de fil, tirer quelques ficelles. Le faire entrer dans des programmes qui lui donneraient une chance de s'en sortir. Mais je ne le ferai pas. Le silence qui a suivi était absolu. Même les oiseaux semblaient s'être arrêtés de chanter. Tu laisserais ton père mourir, demanda Jacob, le visage rougi par la colère. Par dépit? Par cohérence? Je corrigeai. Vous m'avez exclu de vos vies. Je vous exclus de la mienne. Vous m'avez appris que la famille est conditionnelle, que l'amour a des exigences, que certaines personnes valent la peine qu'on s'intéresse à elles, et d'autres non. J'ai fait partie de la catégorie pas pendant 28 ans. Aujourd'hui, les catégories se sont inversées et tu ne peux pas le supporter. Le visage de mon père s'est effondré, et il a vieilli d'une décennie à ce moment-là. Ma mère se mit à sangloter ouvertement. Victoria me regarda avec une haine pure. Les mains de Jacob se serrèrent en poing. Nous dirons à tout le monde ce que tu as fait, menaça Jacob. Comment tu as refusé d'aider ton père mourant? Comment tu as préféré la vengeance à la famille? Tu crois que ta réputation survivra à ça? Vas-y, dis-je calmement. Dis-le à tout le monde. Pourquoi une fille qui a été exclue de tous les événements familiaux, qui a été traitée d'embarrassante et de maladroite toute sa vie, qui n'a pas été invitée aux fiançailles de sa propre sœur, a refusé d'aider les gens qui la rejetaient? Je suis sûr que le public sera très compréhensif à votre égard. Je les ai laissés devant ma porte et je suis retourné à la maison. Mes mains tremblaient lorsque j'atteignis la terrasse. Damien m'a prise dans ses bras et je me suis laissé porter par lui. C'était plus dur que je ne l'imaginais, avouai-je. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il fermement. Ils n'ont pas le droit de te traiter comme une ordure pendant des décennies. Puis de te demander de l'aide dès que cela leur est profitable. Je voulais le croire. Je voulais me sentir juste et justifiée. Mais une partie de moi se sentait vide. Mon père était en train de mourir, et j'avais le pouvoir de l'aider. Allais-je vraiment le laisser mourir pour marquer un point? La réponse m'est venue ce soir-là, lorsque j'ai vérifié mon téléphone et que j'ai trouvé un message provenant d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Le message contenait une seule capture d'écran. Il s'agissait d'un texte de groupe datant de 6 mois plus tôt, avant l'article du magazine, avant que quiconque ne sache à quel point j'avais réussi. Le texte était adressé par Victoria à ma mère, avec copie à Jacob et à plusieurs cousins que je connaissais à peine. J'ai rencontré quelqu'un qui connaissait Adeline.
Apparemment. Elle a épousé un type qui a créé une entreprise. Ils ont apparemment du mal à obtenir des fonds. Je n'en ai parlé à personne d'autre. Je ne voulais pas associer la famille à un autre de ces échecs. Le cachet de la date indiquait que le message avait été envoyé 3 jours seulement avant que Victoria ne se présente à mon bureau pour me demander de l'argent. Mon téléphone bourdonna d'un autre message provenant du même numéro inconnu. J'ai pensé que tu devrais voir ce qu'il pense vraiment de toi. Je suis Stéphanie, l'ex-femme de Jacob. Nous avons divorcé l'année dernière après avoir découvert qu'il m'avait trompée pendant toute la durée de notre mariage. Votre famille est douée pour cacher ce qu'elle est vraiment. Ne les laisse pas te tromper maintenant. J'ai regardé la capture d'écran pendant un long moment. Même il y a 6 mois, alors qu'ils pensaient que j'étais en difficulté. Ils ne m'ont pas tendu la main pour m'aider. Ils se contentaient de colporter des ragots sur mes échecs et espéraient que personne ne les associerait à MOI. Et la seule chose qui a changé, c'est ma réussite publique. Pas leurs sentiments, pas leurs regrets, juste leur calcul de ce que je pouvais faire pour eux. J'ai montré le texte à Damien. Il les a lus, la mâchoire serrée par la colère. Ils sont encore pires que je ne le pensais. Ils ne voulaient pas d'une relation avec moi, dis-je lentement, les pièces s'emboîtant les unes dans les autres. Ils voulaient avoir accès à mon succès. Ils ont vu les couvertures de magazines et l'attention des médias, et ils ont vu une opportunité. Le cancer de mon père leur a donné une excuse pour me contacter. Qu'allez-vous faire? Exactement ce qu'ils m'ont appris à faire, ai-je dit. Les exclure complètement. Au cours de la semaine suivante, les tentatives de ma famille pour me contacter se sont intensifiées. Ils ont appelé mon bureau à plusieurs reprises jusqu'à ce que je demande à mon assistante de bloquer leur numéro. Ils ont envoyé des courriels qui sont allés directement dans un dossier filtré. Ils ont publié sur les médias sociaux des messages sur les liens familiaux et le pardon, des tentatives transparentes de faire pression sur moi par l'intermédiaire de l'opinion publique. J'ai ignoré tout cela et me suis concentré sur mon travail. Biosynthe lançait un nouveau partenariat avec le réseau hospitalier national. Et la seule paperasserie réglementaire me prenait des semaines de 60 heures. J'étais trop occupée à construire quelque chose de significatif pour gaspiller de l'énergie avec des gens qui avaient clairement établi leurs priorités. C'est alors que ma mère a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle s'est adressée aux médias. J'étais en réunion lorsque Natacha a fait irruption dans la salle de conférence, son téléphone à la main. Il faut que vous voyiez ça. L'article était publié dans un média local, avec des photos de mes parents l'air dévastés. Le titre était « Une mère locale supplie sa fille de l'aider à sauver son père mourant ». L'article me décrivait comme une fille sans cœur qui avait abandonné son père malade par vengeance mesquine, alors qu'il n'était qu'une famille aimante troublée par ma colère. Les citations de ma mère étaient magistralement élaborées. Nous savons que nous n'étions pas des parents parfaits. Mais nous aimions Adeline. Nous sommes dévastés qu'elle ait choisi de nous exclure pendant la période la plus difficile de notre vie. Son père est mourant et elle a les contacts nécessaires pour l'aider, mais elle refuse. Nous ne comprenons pas d'où vient cette cruauté. Il n'a pas été question des exclusions, des années où l'on m'a traitée de gênante, du rejet systématique que j'ai subi. Une triste histoire de fille ingrate contre des parents aimants. Ils essaient de manipuler l'opinion publique, a déclaré Natacha, furieuse en mon nom. Ils essaient de manipuler l'opinion publique, a dit Natacha, furieuse en mon nom, de te faire passer pour la méchante pour que tu sois obligé de les aider. J'ai relu l'article, notant chaque omission minutieuse. Chaque choix de mots stratégique. Ma mère avait toujours été douée pour donner la bonne image. C'est pourquoi mon exclusion avait été si dévastatrice. Elle savait exactement comment se mettre en valeur tout en me rendant invisible. Je me suis dit calmement, ça va exploser. Les gens adorent les histoires d'enfants ingrats et de parents qui souffrent. Allez-vous réagir, demande Damien. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai secoué la tête. Pas encore. Laissons-les penser qu'ils ont gagné cette manche. Bien sûr, l'histoire a pris de l'ampleur. En l'espace de 2 jours, j'ai reçu des courriers haineux. Sur les réseaux sociaux, les gens m'ont traité de sans cœur, de cruel et d'ingrate. Plusieurs contacts professionnels m'ont envoyé des messages préoccupés par ma situation familiale. Quelqu'un a lancé une pétition demandant que j'aide mon père, qui a recueilli 15 000 signatures en 3 jours. Ma famille est apparue dans une émission d'information locale. Ma mère pleurant devant la caméra tandis que mon père avait l'air fragile et compatissant à côté d'elle. Nous voulons juste récupérer notre fille,
a-t-elle déclaré à l'intervieweur. Nous ne nous soucions pas de son argent ou de son succès. Nous voulons juste une relation avec elle, et nous voulons qu'elle nous aide à sauver la vie de son père. Est-ce vraiment trop demandé? L'intervieweur, visiblement ému, se tourne vers la caméra. Adeline, si vous regardez ceci, c'est que votre famille vous aime et a besoin de vous. Quoi qu'il se soit passé dans le passé, cela vaut-il la peine de perdre votre père? J'ai regardé la séquence 3 fois, analysant chaque mot, chaque expression, chaque moment d'émotion calculé. Ils étaient bons. Ils avaient réussi à renverser complètement le récit, se transformant en victime et moi en méchant. Le public s'en est régalé. Vous devez réagir, a insisté Natacha. Cela devient incontrôlable. Ta réputation est en train d'être détruite. Pas encore, ai-je répété. Fais-moi confiance. Et la vérité, c'est que je m'étais préparé à cela. Je connaissais suffisamment bien ma famille pour savoir qu'elle essaierait d'instrumentaliser l'opinion publique. J'avais donc passé la semaine dernière à contacter discrètement les personnes qui connaissaient la véritable histoire. Stéphanie, l'ex-femme de Jacob, était heureuse de fournir des captures d'écran de messages familiaux montrant des années de commentaires désobligeants à mon égard. Une ancienne voisine s'est souvenue que ma mère lui avait explicitement dit que j'étais trop maladroite pour être emmenée à des fêtes. Un camarade de classe de mon lycée s'est souvenu que mes parents n'avaient jamais assisté à un seul de mes événements scolaires, alors qu'ils s'assuraient d'être visibles chez Jacob et Victoria. J'ai rassemblé tous ces éléments dans un dossier complet et j'ai contacté Beverly, la journaliste qui avait rédigé le premier article sur moi. J'ai un article de suivi à vous proposer, lui ai-je dit. Mais seulement si vous êtes prête à faire preuve de rigueur et d'impartialité. Elle a accepté immédiatement. L'exclusivité que je lui ai donnée comprenait tout. Le texte de Stéphanie montrant ma famille se moquant de mes prétendus échecs, les témoignages de personnes ayant assisté à mon exclusion systématique, les photos de dizaines d'événements familiaux où tous les membres de la famille étaient présents sauf moi, avec des horodatages prouvant qu'il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais d'un schéma s'étalant sur des décennies. Beverly a travaillé rapidement. En l'espace de 4 jours, elle avait tout corroboré et mené des entretiens supplémentaires avec des personnes ayant connu ma famille. L'article qu'elle a publié était dévastateur par sa rigueur. Toute la vérité, ce qui s'est réellement passé entre Adeline et sa famille, était présenté avec des documents à l'appui qui ne pouvaient être contestés. On y trouvait le texte de Victoria se moquant de mes prétendues luttes, le témoignage de multiples sources sur mon exclusion systématique et une chronologie montrant que ma famille n'avait pris contact avec moi qu'après que mon succès eût été rendu public. Mais la partie la plus dommageable a été l'interview de Stéphanie. Elle ne s'est pas retenue. Ce sont des manipulateurs hors pair, a-t-elle déclaré à Beverly. J'ai été mariée à Jacob pendant 8 ans et j'ai vu comment il fonctionnait. Adeline était le bouc émissaire de la famille. Il lui reprochait d'être maladroite. Mais en réalité, elle était simplement timide, et il s'en servait comme excuse pour l'exclure. Il voulait une image parfaite, et Adeline ne correspondait pas à cette image, alors ils l'ont effacée. Maintenant qu'elle a réussi. Ils veulent profiter de ses succès tout en continuant à lui reprocher d'être difficile. C'est dégoûtant. L'article contenait une déclaration de ma part, soigneusement rédigée pour être factuelle plutôt qu'émotionnelle. J'ai passé toute ma vie à être exclue par ma famille biologique. Ils ne m'ont pas invité à des fêtes, ils n'ont pas reconnu mes réussites et ils m'ont clairement fait comprendre que ma présence les gênait. J'ai réussi ma vie malgré leur rejet, et non grâce à leur soutien. Aujourd'hui, ils veulent avoir accès à cette réussite, lorsque j'ai refusé. Ils ont tenté de manipuler l'opinion publique en se présentant comme des parents aimants et moi comme une fille cruelle. La documentation parle d'elle-même. La réaction a été immédiate et massive. L'opinion publique qui s'était retournée contre moi s'est complètement inversée. Les mêmes personnes qui m'avaient traité de sans-cœur qualifiaient désormais ma famille de manipulatrice et de toxique. Et la pétition exigeant que j'aide mon père a été remplacée par des groupes de soutien pour les personnes qui avaient été les boucs émissaires de leur propre famille. Et la stratégie médiatique de ma famille s'est retournée contre elle de manière spectaculaire. Les médias qui avaient couvert leur histoire avec sympathie ont publié des corrections et des suivis, mettant en évidence leur manipulation. Les médias sociaux ont explosé. Les gens partageant leurs propres histoires d'exclusion familiale et de validation.
Je suis devenu un symbole pour tous ceux qui ont été rejetés par les personnes qui étaient censées les aimer inconditionnellement. Ma mère a tenté de limiter les dégâts en publiant une déclaration dans laquelle elle affirmait que l'article avait été sorti de son contexte et qu'elle m'avait toujours aimé. Mais les preuves étaient trop solides, le modèle trop clair. Personne ne l'a cru. Jacob a tenté une approche différente, en postant un long message sur les réseaux sociaux pour expliquer que les familles sont compliquées et que tout le monde fait des erreurs. La section des commentaires l'a mis en pièces. Les gens ont posté des captures d'écran des SMS se moquant de moi, demandant en quoi cela constituait une famille qui m'aimait. Victoria est restée silencieuse, probablement sur les conseils de David, qui avait suffisamment de sens des affaires pour savoir quand arrêter de creuser. Mon père n'a rien dit publiquement, trop malade pour participer au cirque médiatique que sa famille avait créé. Pendant tout ce temps, je me suis concentrée sur mon travail. Biosynth a annoncé une avancée majeure dans sa technologie de détection précoce, capable d'identifier les marqueurs du cancer 20 mois plus tôt que les normes existantes. Et la FDA a accéléré notre processus d'approbation. Nous avons conclu des partenariats avec 3 autres réseaux hospitaliers. Notre valorisation a doublé. J'ai été présenté dans le magazine Time comme l'un des entrepreneurs de moins de 40 ans les plus innovants dans le domaine de la santé. L'article mentionnait ma situation familiale dans un seul paragraphe, soulignant que j'avais réussi malgré le rejet de ma famille biologique. Puis passé à la présentation de mes réalisations proprement dites. Cela m'a semblé juste. Ma famille ne méritait pas d'être au centre de mon histoire. Elle n'était qu'un obstacle que j'avais surmonté. 6 semaines après qu'il se soit présenté chez moi, j'ai reçu un message de Jacob. Papa est en soins palliatifs. Il a quelques jours, peut-être une semaine, et il veut savoir si vous pouvez venir lui dire au revoir. Pas de médias, pas de drame. Juste une chance de faire la paix. J'ai regardé le message pendant un long moment. Damien m'a trouvé sur la terrasse, mon téléphone à la main, les larmes coulant sur mon visage. Il est en train de mourir, ai-je dit. Vraiment mourant. C'est ma dernière chance de le voir. Tu veux le voir? Damien me demande doucement. Est-ce que je l'ai fait? Une partie de moi voulait tourner la page, voulait entendre mon père reconnaître ce qu'il avait fait. Voulait une sorte de résolution à des décennies de douleur. Mais une autre partie de moi savait que c'était mieux ainsi. Mon père n'avait pas changé. Il manquait juste de temps, et ma mère faisait une dernière tentative pour me manipuler et m'obliger à me plier à ses exigences. Si je pars, ils le verront comme une faiblesse, ai-je dit, comme la preuve qu'ils peuvent encore me contrôler s'ils appuient sur les bons boutons. Ils penseront qu'ils ont gagné. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, dit Damien. Il s'agit de ce dont tu as besoin pour toi-même. J'ai réfléchi. De quoi avais-je besoin? J'avais besoin de prouver que je valais plus qu'ils ne m'avaient jamais accordé de crédit, et c'est ce que j'avais fait. J'avais besoin de construire une vie sans eux, et je l'avais fait aussi. J'avais besoin de leur montrer que leur rejet avait des conséquences. Qu'ils ne pouvaient pas traiter quelqu'un de façon terrible pendant des décennies et exiger ensuite une réconciliation à leurs conditions. Ce dont je n'avais pas besoin, c'était de leur approbation, de leurs excuses ou de leur reconnaissance. J'avais passé trop d'années à désirer ces choses, et elles ne m'avaient apporté que de la souffrance. Quoi que mon père veuille me dire maintenant, c'était 30 ans trop tard. Je lui ai répondu par une seule phrase. J'ai fait la paix avec ton absence il y a des années. Tu devrais essayer de faire la même chose avec la mienne. Jacob a répondu par une série de messages furieux, me qualifiant d'insensible et de cruel, prouvant que rien n'avait vraiment changé. Ma mère a envoyé un message vocal que j'ai effacé sans l'écouter. Victoria a publié sur les réseaux sociaux un message sur le pardon que je n'ai pas pris la peine de lire. J'ai bloqué tous leurs numéros et j'ai demandé à mon avocat de rédiger une lettre de cessation et d'abstention leur interdisant d'utiliser mon nom ou mon histoire dans quelque média que ce soit. Puis j'ai repris le travail. Mon père est décédé 12 jours plus tard. Je l'ai appris par une notification sur les médias sociaux, où ma mère avait posté un long hommage sur la famille, la perte et la douleur de l'éloignement d'un enfant. Les commentaires étaient essentiellement des témoignages de soutien, de la part de personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire ou qui avaient choisi de croire à la version dans laquelle elles étaient victimes. J'ai ressenti de la tristesse en voyant le message, mais pas le chagrin écrasant auquel je m'attendais. Il avait été absent de ma vie pendant si longtemps que sa mort n'a fait que rendre cette absence permanente. D'une certaine manière, c'était un soulagement. Plus de chances de réconciliation, plus d'espoir qu'ils reconnaissent enfin ma valeur. Je n'ai pas assisté aux funérailles.
J'ai envoyé des fleurs avec une carte qui disait seulement au revoir. J'ai appris plus tard que ma mère avait pleuré en les voyant, mais je ne sais pas si ces larmes étaient le fruit d'un véritable chagrin ou d'une émotion simulée pour les membres de la famille réunis. 3 mois après la mort de mon père, Victoria a fait une nouvelle tentative. Elle s'est présentée à mon bureau à l'improviste, dans un état bien pire que lors de sa précédente visite. Ses vêtements étaient moins chers, ses cheveux moins soignés, et elle avait un air désespéré qui a mis mon assistante Yuki suffisamment mal à l'aise pour appeler la sécurité avant même que Victoria n'atteigne l'ascenseur. Je suis descendue moi-même dans le hall, voulant régler cette affaire directement. Victoria se tenait près de la réception, les mains serrant une enveloppe, les yeux rougis par les pleurs. « Je ne suis pas là pour vous demander de l'argent, dit-elle immédiatement. J'ai juste besoin que vous lisiez ceci. » Elle a tendu l'enveloppe. Je ne l'ai pas prise. Il m'a quittée, a-t-elle poursuivi, la voix brisée. Il a pris les enfants et a demandé le divorce. J'ai perdu la maison. Je vis avec tante Patricia, qui me donne l'impression d'être un cas de charité tous les jours. Jacob ne répond pas à mes appels parce que je n'ai rien à lui offrir. Maman me reproche la façon dont la couverture médiatique s'est déroulée. Elle dit que j'aurais dû me taire à ton sujet dès le début. J'ai écouté sans expression, attendant la véritable raison de sa venue. Je sais que ce que nous t'avons fait est mal, dit Victoria, les larmes coulant sur son visage. Je le comprends maintenant. Vivre avec Patricia, être traité comme un fardeau, être exclu des conversations parce que je n'ai plus d'argent ni de statut. Je comprends enfin ce qu'on t'a fait subir toute ta vie. Vous comprenez parce que cela vous arrive, ai-je dit. Pas parce que vous avez de l'empathie ou des remords. Vous comprenez parce que vous êtes maintenant l'exclu et que vous n'aimez pas ce que vous ressentez. Elle a tressailli, mais n'a pas nié. La lettre est de papa, dit-elle calmement. Il l'a écrite 2 jours avant de mourir. Il voulait que tu l'aies. Je n'ai toujours pas pris l'enveloppe. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne sais pas. Il l'a cachetée et m'a fait promettre de te la donner. Je t'en prie, Adeline. Quoi que vous pensiez de moi, quoi que je mérite. Il est mort. Lis ces derniers mots. J'ai regardé l'enveloppe pendant un long moment. Mon instinct me disait qu'il s'agissait d'une nouvelle manipulation, d'une nouvelle tentative de me faire culpabiliser pour avoir posé des limites. Mais la curiosité l'a emporté. J'ai pris l'enveloppe. Merci de l'avoir livrée. Vous pouvez partir maintenant. Victoria semblait vouloir en dire plus, mais mon expression l'a arrêtée. Elle est sortie du hall, les épaules voûtées, l'air petit et vaincu. J'ai attendu d'être de retour dans mon bureau pour ouvrir la lettre. Damien était assis à côté de moi, prêt à m'apporter son soutien si nécessaire. L'écriture était tremblante mais lisible. L'écriture de mon père, aggravée par la maladie. Adeline, commence la lettre. Je n'attends pas le pardon et je n'écris pas ceci pour le demander. Je suis en train de mourir et je dois être honnête sur ce que je laisse derrière moi. Tu avais raison sur toute la ligne. Nous vous avons exclu systématiquement. Nous vous avons fait sentir sans valeur. Nous t'avons traité comme une gêne plutôt que comme une fille. Je pourrais m'excuser en disant que nous pensions te protéger des situations sociales qui te mettaient mal à l'aise. Mais la vérité est plus simple et plus laide. Tu ne correspondais pas à l'image de la famille que nous voulions présenter au monde, alors nous t'avons effacé de cette image. C'était cruel et impardonnable, et j'ai passé mes derniers mois à réaliser l'ampleur des dégâts que nous avons causés. Tu as construit quelque chose de remarquable sans nous. Tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire, même si nous avons activement essayé de t'en empêcher. Je suis fière de toi, même si je n'ai pas le droit de l'être. Je suis désolée. Même si ces mots ne veulent plus rien dire. J'espère que tu auras une belle vie, Adeline. Tu le mérites plus que n'importe lequel d'entre nous. Ton père. J'ai lu la lettre 3 fois, à la recherche d'une manipulation, d'une culpabilisation, d'une demande cachée. Mais c'était exactement ce qu'elle semblait être, des excuses qui arrivaient trop tard pour être changées. Comment te sens-tu? Demande Damien. Vide, ai-je admis. Il a enfin reconnu ce qu'il a fait, mais cela ne répare pas les dégâts. Il ne me rend pas mon enfance ni les années que j'ai passées à penser que quelque chose n'allait pas chez moi. Ce ne sont que des mots sur le papier d'un homme mort. Regrettez-vous de ne pas l'avoir vu avant sa mort? J'ai bien réfléchi. Non, ai-je finalement répondu. Si j'étais allé le voir?
Il se serait peut-être excusé en personne et je lui aurais peut-être pardonné sur le moment. Mais le pardon n'aurait pas été authentique. Et elle aurait été contraint par sa mort et ma culpabilité. De cette façon, je sais que j'ai respecté mes limites. Je sais que je n'ai pas cédé à la manipulation. J'ai ses excuses par écrit, reconnu sans que j'ai à participer à la scène qu'il voulait créer. J'ai rangé la lettre dans le tiroir de mon bureau et je ne l'ai plus jamais regardée. C'était fini. Le chapitre peu glorieux de ma relation avec ma famille biologique était enfin clos. Les 6 mois suivants ont apporté des changements que je n'avais pas prévus. Mon histoire continuait de faire écho auprès des gens, mais elle dépassait désormais le cadre de l'exclusion familiale. J'ai commencé à recevoir des invitations à prendre la parole de la part d'organisations qui travaillaient avec des jeunes luttant contre le rejet de leur famille. J'ai décliné la plupart d'entre elles. Ne voulant pas devenir une victime professionnelle, mais j'en ai accepté quelques-unes qui me semblaient significatives. Une intervention en particulier a changé ma vision des choses. C'était dans un centre communautaire de Seattle qui travaillait avec des adolescents rejetés par leur famille pour diverses raisons. J'ai parlé pendant 20 minutes de mon expérience, en me concentrant non pas sur la douleur, mais sur la façon dont je m'étais construit une vie malgré le rejet. Ensuite, une jeune fille de 17 ans s'est approchée de moi. Elle s'appelait Zoé et avait été mise à la porte par sa famille 6 mois plus tôt. « Votre histoire m'a sauvé la vie », m'a-t-elle dit, la voix tremblante. J'avais l'intention de me suicider parce que je pensais que si ma propre famille ne voulait pas de moi, je ne valais rien. Mais j'ai lu votre histoire et j'ai compris que leur rejet ne définissait pas ma valeur. Aujourd'hui, j'ai 2 emplois. J'économise de l'argent et j'envisage d'aller à l'université. Je suis en train de construire ma propre vie, tout comme tu l'as fait. J'ai passé 2 heures à parler avec Zoé et d'autres adolescents du centre. Leurs histoires étaient bouleversantes, leur résilience inspirante, et leur gratitude pour ma volonté de parler publiquement de ma propre expérience m'a rendu humble. J'ai quitté ce centre avec une nouvelle compréhension de ce que mon histoire pouvait signifier pour d'autres. Je ne voulais pas devenir une source d'inspiration professionnelle, mais je voulais utiliser ma plateforme pour quelque chose d'autre que ma propre justification. J'ai donc discrètement commencé à financer des bourses d'études pour les jeunes qui avaient été rejetés par leur famille. Pas par l'intermédiaire d'une grande fondation publique qui attirait l'attention des médias, mais par le biais d'un fonds privé qui aidait des enfants comme Zoé à payer leurs études, leur formation professionnelle ou les frais de démarrage de leur propre entreprise. Biosynthe a continué à se développer. Nous sommes entrés en bourse 18 mois après la mort de mon père, et l'introduction en bourse a été encore plus réussie que prévu. Je suis devenu ce que les magazines financiers appelaient un millionnaire autodidacte, même si je détestais cette expression. Rien dans ce succès n'était vraiment le fruit d'un travail personnel. J'avais Damien, Natacha, des mentors, des collègues, des employés qui croyaient en notre mission. Ce que j'avais fait, c'était une famille de choix qui m'appréciait pour ce que j'étais, plutôt que pour ce que je pouvais faire pour eux. Ma famille biologique est passée à l'arrière-plan de ma vie. J'ai entendu des nouvelles occasionnelles par l'intermédiaire de connaissances communes. Jacob avait créé une entreprise de conseil qui battait de l'aile. Victoria travaillait dans le commerce de détail et vivait avec notre mère, qui avait vendu la maison familiale pour rembourser des dettes. Ils ne m'ont plus jamais contacté directement, ayant peut-être enfin compris que je pensais ce que je disais à propos des limites. 2 ans après la mort de mon père, un événement inattendu s'est produit. J'ai reçu un paquet à mon bureau, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un journal, vieux et usé, avec l'écriture de mon père sur chaque page. Sur le dessus, une note écrite de la main de ma mère disait simplement « Il voulait que tu aies ceci. » Sans condition. J'ai failli le jeter sans le lire. Mais la même curiosité qui m'a poussé à ouvrir sa lettre m'a poussé à feuilleter le journal. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un journal qu'il avait tenu pendant la dernière année de sa vie, à peu près à l'époque où j'étais apparu pour la première fois dans des magazines d'affaires. Je l'ai lu pendant 1 semaine, quelques pages à la fois. Lorsque je pouvais le supporter émotionnellement. C'était étrange de lire les pensées intimes de mon père, de voir la lente évolution de sa compréhension de ce qu'il m'avait fait. Les premières entrées étaient défensives, pleine de justifications sur les raisons pour lesquelles il m'avait exclu. Elle était toujours très mal à l'aise dans les situations sociales. Nous pensions l'aider à éviter l'embarras. Mais au fur et à mesure que les entrées progressaient et que son cancer s'aggravait, le ton changeait. Elle a raconté qu'il m'avait regardé à la télévision lors d'une interview.
qu'il m'avait vu parler avec assurance de l'innovation en matière de soins de santé et qu'il s'était rendu compte que je n'étais pas du tout maladroite en réalité. J'avais simplement été battue par des années de discours sur le fait que je n'étais pas assez bonne. Il a écrit qu'il avait lu l'article dans lequel je parlais de mon exclusion et qu'il avait enfin compris à quel point cette exclusion avait été systématique et cruelle. Un article, daté d'un mois avant sa mort, l'a particulièrement touché. J'ai vu Adeline parler à une conférence aujourd'hui. J'ai acheté un billet sous un faux nom et je me suis assise à l'arrière, là où elle ne me verrait pas. Elle était brillante, sûre d'elle, s'exprimant clairement, dominant la salle d'une manière qui incitait tout le monde à l'écouter. Ce n'était pas une femme naturellement maladroite ou mal à l'aise. C'était une femme que nous avons brisée et qui s'est reconstruite sans nous. Je suis responsable de cette rupture et je mourrai en sachant que j'ai détruit ma relation avec ma fille pour la raison la plus stupide que l'on puisse imaginer. Nous voulions présenter une image de famille parfaite, alors nous avons exclu la seule personne qui était vraiment bonne. Victoria est manipulatrice et égoïste. Jacob est ambitieux au point d'être impitoyable, mais Adeline a toujours été gentille, toujours sincère, toujours en train d'essayer de se connecter, et nous l'avons punie pour cela. Je ne mérite pas le pardon, mais je veux qu'elle sache que je vois enfin la vérité. J'ai pleuré en lisant ce texte. Non pas parce que cela changeait quoi que ce soit, mais parce que cela confirmait ce que j'avais toujours soupçonné. Et il n'y a jamais rien eu de mal en moi. La maladresse qu'ils utilisaient comme excuse n'était qu'une timidité naturelle qui se serait résolue avec du soutien et de l'acceptation. Au lieu de cela, ils l'avaient instrumentalisée contre moi, l'avaient utilisée pour justifier leur exclusion et avaient créé une prophétie autoréalisatrice dans laquelle je me sentais mal à l'aise dans les situations sociales parce qu'on me disait constamment que je me sentais mal à l'aise dans les situations sociales. Le journal m'a apporté quelque chose que je n'attendais pas. Ce n'est pas une fin, exactement, mais un achèvement. J'avais passé des années à me demander si je n'étais pas trop dure, trop impitoyable, trop disposée à brûler les ponts. Le journal a confirmé que mon évaluation avait été correcte. Mon père lui-même a admis que mon exclusion était fondée sur la gestion de mon image plutôt que sur une véritable préoccupation pour mon bien-être. J'ai gardé le journal, mais je n'ai partagé son contenu avec personne d'autre que Damien. C'était une affaire privée. Une dernière conversation honnête entre un père qui a réalisé trop tard ce qu'il avait fait et une fille qui n'avait plus besoin de sa reconnaissance pour connaître sa propre valeur. La vie a avancé. Damien et moi avons célébré notre 10e anniversaire de mariage par un dîner tranquille à la maison, juste nous deux et la vie que nous avions construite ensemble. Nous nous sommes développés à l'échelle internationale, en ouvrant des centres de recherche dans 3 pays et en aidant des millions de personnes à bénéficier d'un dépistage précoce du cancer. J'ai embauché des dizaines d'employés qui partageaient notre mission, créant non seulement des emplois, mais aussi une culture d'entreprise où les gens se sentaient valorisés et inclus. J'ai revu ma mère une dernière fois, tout à fait par hasard. Je déjeunais avec Natacha dans un restaurant du centre-ville lorsque je l'ai aperçue, assise seule à une table d'angle. Elle lisait un livre et, pendant un instant, elle m'a semblé petite, vieille et seule. Elle m'a vue au même moment. Nos regards se sont croisés dans le restaurant et quelque chose s'est passé entre nous, pas un pardon, pas une réconciliation, juste une reconnaissance. Elle a hoché légèrement la tête. Je lui ai répondu par un signe de tête. Puis je suis retournée à ma conversation avec Natacha, et elle est retournée à son livre. Cela a suffi. Nous avions toutes les deux avancé dans nos vies, dans des directions différentes, avec des niveaux de réussite et de bonheur différents. Il n'y avait plus rien à dire. Et la véritable victoire n'est pas venue de la souffrance ou de la reconnaissance de ma famille, mais de ce que j'ai construit malgré eux. Biosynth a fait une véritable différence dans le monde. Le fonds de bourse a aidé 43 jeunes à poursuivre des études et des carrières qu'ils n'auraient pas pu s'offrir autrement. J'ai eu un mariage fondé sur l'amour et le respect véritable, plutôt que sur l'obligation ou l'apparence. J'ai eu des amis qui m'ont choisi pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais leur apporter. Ma famille biologique a dû faire face aux conséquences de ses choix d'une manière presque poétique. L'entreprise de Jacob a complètement échoué. Sa réputation s'est effondrée après que l'on ait appris comment il m'avait traité. Le monde des affaires pouvait pardonner beaucoup de choses, mais la cruauté publique à l'égard de membres de la famille rendait les gens nerveux quant au partenariat et aux accords. Le divorce de Victoria l'a laissée financièrement dévastée et socialement isolée, incapable de maintenir l'image parfaite qu'elle avait privilégiée par rapport aux relations authentiques. Ma mère vivait seule dans un petit appartement. Et sa famille parfaite s'est fracturée irrémédiablement, apprenant trop tard que les apparences comptent moins que les relations authentiques. Je n'ai pas célébré leurs difficultés,
Mais je ne les ai pas pleurés non plus. Il s'agissait des conséquences naturelles de la priorité donnée à l'image sur la substance, à la manipulation sur l'honnêteté, à l'exclusion sur l'inclusion. Ils avaient bâti leur vie sur des valeurs superficielles et, lorsqu'ils ont été mis à l'épreuve, ces fondations se sont effondrées. Quant à moi, je me trouvais dans le centre de recherche que nous avions ouvert à Vancouver. Et je regardais notre équipe célébrer une nouvelle percée dans le domaine de la technologie diagnostique. Nous venions d'identifier une méthode permettant de détecter le cancer du pancréas 19 mois plus tôt que les normes actuelles. Le cancer qui a tué mon père serait désormais détecté suffisamment tôt pour sauver des milliers de vies. Il y avait de l'ironie dans tout cela, même si j'essayais de ne pas m'y attarder. Mon travail permettrait de sauver des personnes atteintes de la même maladie que celle qui a tué mon père, mais j'avais choisi de ne pas utiliser mes relations pour le sauver spécifiquement. Certains appelleraient cela de la cruauté. Pour moi, c'était cohérent. Elle avait passé toute ma vie à m'enseigner que la famille était conditionnelle, que l'amour avait des exigences, que certaines personnes valaient la peine d'être aidées et d'autres non. J'avais simplement appliqué sa propre philosophie à lui. Damien apparut à côté de moi, glissant son bras autour de ma taille. À quoi penses-tu? Comme c'est étrange, dis-je lentement, que la pire chose qui me soit arrivée se soit avérée être la meilleure. Si ma famille m'avait inclus, soutenu, apprécié, j'aurais pu me contenter d'une vie ordinaire. Je n'aurais peut-être jamais cherché à construire quelque chose d'extraordinaire. Leur rejet m'a forcé à prouver ma valeur d'une manière que je n'aurais pas tenté autrement. Vous êtes donc reconnaissant qu'ils vous aient exclu, demande Damien, avec une pointe d'humour dans la voix. Pas reconnaissant, corrigeai-je, mais je reconnais que leur cruauté est devenue mon catalyseur. Chaque fois qu'ils m'ont dit que je n'étais pas assez bon, j'ai travaillé plus dur pour leur prouver qu'ils avaient tort. Chaque fois qu'ils m'ont exclu, j'ai tissé des liens plus solides ailleurs. Ils voulaient me diminuer, mais au lieu de cela, ils m'ont transformé en quelque chose qu'ils n'attendaient pas. J'ai regardé l'établissement. La technologie qui allait sauver des vies, l'équipe brillante. In a hole right now. At least he didn't fart. That's true. At least my man did not fart audibly for you guys. Mans don't fart. Okay. Okay. Did you pick up the tape that I dropped, or did it fall through the floor? I think it fell through the floor. I'm gonna die. How are you, Kiara? Happy Saturday. Wait. I'm dead. All right. What's the plans here? We're gonna touch Vander Planet. Wow, that's very helpful. Thank you. Yeah, it will be. So much. Are you ready? Are you ready, kids? Oh no! Are you ready, kids? And yeet! Oh my God! It worked. Now, how do I get Jeff out of there? All right. Send down the truck. Okay. We're gonna send down the truck via winch. All right. This is gold. This is great. Here's the one problem though. No problem. I am also stuck. Oh, wait, here we go. Okay. You're not allowed to be stuck, damn it. Wait. Go back to the elevator and see if you can bring those boards up. That might help too. Oh. That might. I'm just gonna have a cig. Yeah, you just have a little ciggy break there. Okay. Let me take this with me as protection. Alright. Everything is awesome. Everything's fine. Everything's great. Everything's Gucci. This is going so well. It is. Is it? Okay, where are the boards? Oh, I found one. Okay. Yeah, they're at the bottom of that ramp. I found one. Okay. Now, where do I place it? I don't know. I Vander planned. I just know there's a board there. Maybe it could be useful. I wonder if we could actually use those boards to make a fucking board bridge across to the fucking planks instead of fucking jumping off like an idiot. Maybe. You see what I'm talking about? Yeah. There you go.
Oh, thanks. It's so helpful down here. He's gonna get so mad. He's gonna get so mad. Enjoy the SIG and reruns of Matlock. Well, antisocialite helps you out of the hole. Exactly. I think he's more of a Texas Ranger kind of fella. For his, Alright, give me another one. Okay. Have some patience real quick. I gotta pee. Oh my god. Oh! Okay, this is fine. This is fine. Here's the problem. Oh, wait. I got one. I got a plank. Totally fine. Everything is just peachy fucking keen. Oh, shit. Okay. He is not there. He is there. I threw you a plank, but the plank went all the way over there. By the way, is this the only game I'm playing today? Probably. I'm only playing for a little bit. Why? What would you like for me to play? I didn't really plan on doing much. I just wanted to do some dumb shit. Here's the thing. If I go down there like that. Okay. Okay. Ooh. There we go. Just asking because I play 2 games per stream most of the time. Yeah, I mean, I really wasn't planning on doing... Where the fuck? On doing too much today. But going forward, it's kind of going to be like just story games going forward. You know what? I could try to make him play Fast Food Sim. That could be really fun for us. That could be really fun, huh, chat? Trying to watch him struggle playing Fast Food Sim. Let's see. The one where you can get chicken nuggets? Yes. The one where I can get chicken nuggets. Well, fuck. Chicken McNuggets? Mm-hmm. Did you just yeet me? Mm-hmm. Alright, come here. Help! Help! I'm so close. I'm so close. Are we there yet? No, we are not there yet. Hold on. Drop your board. Wait, go back and jump again. I might die. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Yeah.
No, 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 You no. jump the right- No, I didn't get the right angle. Hang on, everybody. Hang on, You no, did no, not no. get the right angle. Okay. You found me a game. It's called Just Die Already. It's a simulator as angry old people. Hold on, hold on. Are you fucking for real? Just die already. Get the fuck out. Hold on, I'm watching the trailer. Oh my god. That's incredible. Is an old people mayhem sandbox game created by designers of Goat Simulator. You're an old and angry and you've just been kicked out of your retirement home. How will you survive in a world that wants you to just die already? Bro, that sounds so fun. All right, are you ready? And go. Okay, okay. Oh! Da, 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 da! Yeah! Oh my god. All right, where are you? I'm dead. Are you serious? I'm at the bottom of the hole. Are you serious? No. Where are you? Because I just jumped down because you fucked around and found out. Yeah, you did, you fucking idiot. I'm on top of the bridge. Oh, well, I'm not on the bridge anymore. How did you get on the bridge? Oh, I see. You fucking doofy. Okay. Does the SIG taste good? It tastes so fucking good, bruv. I got a circus peanut. Ooh, I want a circus peanut. You can't. I'm dead. I don't want the goddamn scrap. I want it so bad. Alright, are you gonna send us into oblivion? No. You want me to? No. I need to go Well, and how are we gonna get there? speculate.